vais en Éthiopie depuis 2007. Et la première mission, c'est effectivement cette mission, donc l'Eistonage Sequence, comme on appelle la mission. Et je suis venu avec François la première fois, exactement. Bon, j'ai pas fait que ça non plus en Éthiopie, j'ai fait beaucoup d'autres choses. Mais principalement, c'est la mission prioritaire que j'ai en Éthiopie, effectivement. La première fois où je suis venu en Éthiopie, en fait, j'habitais en Égypte, donc j'étais vraiment j'étais pas du tout dans un contexte, on va dire, français, j'étais vraiment déjà dans autre chose. Et en fait, on est arrivé un petit peu à l'aveugle, enfin moi du moins, un petit peu à l'aveugle. C'est après, en voyant le terrain, effectivement, qu'on étudie un petit peu les cartes et la documentation. Bon, évidemment, on a étudié avant de venir ici avec François, effectivement, on en avait déjà parlé, et on a fait tout ce qu'on appelle en fait toute l'enquête bibliographique, qui nous a d'ailleurs orienté vers ce secteur ici, le bassin Zouaï-Chala. L'enjeu en fait c'est géologique, c'est essayer de corréler les occupations préhistoriques avec un petit peu les changements climatiques et géologiques entre guillemets du rift, du Main Ethiopian Rift, comme on dit, le MER. Donc en fait le vrai enjeu, enfin c'est pas un enjeu en fait, c'est un peu la facilité parce que d'une certaine façon on savait que c'était un bassin lacustre, puisqu'il y a plusieurs lacs, il y a Zouaï, Abiyata, Langano, Chala, et on savait que les dépôts c'était des dépôts lacustres, et donc de manière générale en tant que géologue on sait que c'est quand même des enregistrements, c'est ce qui permet de très bien enregistrer des occupations. C'est beaucoup plus difficile, et a fortiori ici en Éthiopie, de trouver d'autres secteurs qui permettent d'enregistrer des occupations humaines. Donc ça c'est pas l'enjeu, ça c'est en fait c'est l'état un petit peu du terrain. L'enjeu géologique, c'est effectivement de reprendre un petit peu et de comprendre un petit peu les régressions, transgressions de ce lac. En fait, on sait très bien, c'est assez visible d'ailleurs sur les cartes, que le rift, c'est des zones très basses dans la géographie de l'Éthiopie, et c'est des zones d'accumulation d'eau de toute façon. Donc on savait très bien qu'à un moment donné, le lac Zouaï, Chala, Abiyata et Langano était un immense lac, et que ça attirait forcément les populations de l'Afrique. Donc ça, c'est essayer de, au cours du temps, et notamment par les occupations préhistoriques, essayer de révéler un petit peu les transgressions, régressions des lacs, comme on a déjà parlé de tout ça dans les archives. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est essayer de faire une chronologie un petit peu le rassemblement de ces lacs, donc transgressions, et des régressions de ces lacs, où à un moment donné on a un lac, 2 lacs, 3 lacs, 4 lacs, et comme ici, maintenant actuellement on a 4 lacs. Voilà. À travers la bulbula, donc la bulbula, on le répète, c'est vraiment le déversoir du lac Zouaï dans le lac Abiyata. Ça nous donne des coupes vraiment assez importantes, jusqu'à 80 mètres, parce que bon, on en a relevé ensemble une, elle faisait, je sais pas, 62 ou 63 mètres avec Laurent, mais il peut y avoir jusqu'à 80-100 mètres de coupe. Donc effectivement, ça c'est une aubaine, effectivement, parce qu'on a une histoire qui est vraiment, on peut lire l'histoire dans ces coupes-là. Et plus c'est élevé, effectivement, plus on accumule de l'information. Si on n'avait pas ça, comment on ferait? Là, la seule méthode possible, c'est les carottages. En fait. Donc à ce moment-là, on peut faire, ça existe, on peut faire des carottages, à ce moment-là très profond, on peut aller jusqu'à 100 mètres, 200 mètres, il n'y a pas de problème, ça se fait techniquement, c'est faisable, sauf qu'on n'a pas la même lecture. La différence entre les carottages et notre lecture à nous, c'est la 3D en fait, d'une certaine façon. C'est que quand on fait des carottages, en fait, on a uniquement de la 2D, puisqu'en fait on voit les étages, mais par contre on ne peut pas le replacer géométriquement dans l'espace. Et c'est vraiment ça le travail, et c'est ça le travail un petit peu qu'on fait avec Laurent, c'est qu'il y a la lecture de coupe, comme on l'a fait, le relevé, etc. Donc on voit les étages, on a des ponces, donc qui plutôt expriment des retombées volcaniques, on a des sites, des diatomites, comme on en a parlé, ça c'est plutôt les transgressions des lacs, des choses comme ça. Ça, on peut le voir très bien dans les carottages comme dans les coupes, sauf que le plus important et le plus intéressant dans ce qu'on fait là avec toute l'équipe, c'est de le mettre
dans sa géomorphologie en fait. C'est là c'est là tout le travail de Laurent notamment, qui un petit peu replace tout ça en 3D, donc lever de coupe, et après le mettre dans l'espace et comprendre un petit peu la géométrie de ces dépôts pour essayer de repérer les occupations. Ce qui est important là-dedans, c'est de savoir où est-ce qu'ils se sont installés. Qu'il y ait des occupations, on le sait, c'est extrêmement occupé en fait. On voit, il y a beaucoup d'obsidienne partout. Ça nous indique effectivement qu'il y a eu une forte densité de population, en gros entre 40 000 et jusqu'à nos jours. On voit bien que c'était un endroit qui a favorisé l'occupation. Par contre, là où rentre effectivement le travail du géoarchéologue, c'est de savoir à quel endroit exactement ils se sont installés, dans quelles conditions, et de caractériser ces occupations. Donc on voit bien notamment DKWD 1, c'est quelque chose que tu as déjà filmé en fait dans les archives. Là on voit bien qu'ils se sont installés au cœur du DKWD, sur une espèce de petite île, mais vraiment en fond de vallée. DKWD 4, ce qui est en train de nettoyer notamment là Katia, là plutôt ils se sont installés au-dessus du DKWD et plutôt dans un vallon, dans un petit canyon juste au-dessus. Donc là tout l'intérêt en fait de la géoarchéologie, c'est d'essayer de caractériser ça, de savoir et de dire ben, là c'est les mêmes industries, donc là l'archéologue travaille en disant ben, c'est les mêmes industries, donc en gros on ne peut pas dire que c'est contemporain, mais on peut dire que c'est le même environnement culturel, on va dire. Donc ils font les mêmes choses, des points aussi. Technologiquement, ils taillent l'obsidienne de la même manière. Par contre, on retrouve, nous dans notre séquence, on les retrouve un en fond de vallée et un au-dessus de la vallée. Donc ça, c'est là où intervient le géoarchéologue. Pourquoi est-ce que c'était possible et pourquoi ils ont fait ça. Et c'est là où on revient sur les assemblages. Donc c'est là où il y a la connexion entre géologie et archéologie. Quand on nous regarde, on voit comment on travaille, je pense que ça peut être très abstrait, effectivement, ça c'est sûr. Après, voilà, c'est là où intervient un petit peu l'imagination, on est d'accord. Mais par contre, elle est extrêmement cadrée. C'est-à-dire que, imaginez, par exemple, quand on prend certains sites comme... On va continuer l'exemple des KOD1, des KOD4, c'est vrai que c'est compliqué à imaginer que les bonhommes, ils étaient au-dessus dans un vallon. On ne le voit pas le vallon en fait, parce qu'il est comblé. En fait, juste, on voit juste la trace des choses. Et au-dessus, on peut avoir 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de remplissage. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut voir que les bonhommes ils se sont installés juste dans un vallon à l'aplomb du DKWD et là, effectivement, c'est pas un état d'esprit, je pense. C'est plutôt vraiment l'expérience, tu as raison. Et également, le fait d'essayer de se forcer, c'est ça qu'on fait systématiquement, à se représenter le paysage. C'est ça en fait le vrai travail. Qu'est-ce que c'est que travailler en Afrique et qu'est-ce que c'est de travailler plus spécifiquement en Éthiopie, enfin, quand on est géoarchéologue? C'est beaucoup de curiosité déjà. Vraiment, il faut être très 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 ouvert, se rendre compte qu'en fait, partir du début en fait je dirais, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien. Voilà, on a une méthodologie juste, par contre on essaie de l'appliquer à un environnement qu'on ne connaît pas. Et je pense, même moi tu vois, ça fait 8 ans que je viens ici et j'apprends encore beaucoup, c'est-à-dire que 80% tu vois, de ce que je fais ici, si tu veux, c'est plutôt de l'apprentissage que de la restitution de connaissances en fait. Parce que même si on maîtrise un petit peu le paysage, ça devient familier forcément, au bout de 8 ans c'est un petit peu familier. Ici c'est familier pour moi, voilà, j'ai des repères et j'ai plein de choses. Mais par contre ce que je cherche c'est à apprendre tout le temps. Ça c'est le plus important. Et c'est comme ça justement qu'on arrive à aller vers une certaine objectivité dans notre travail, mais aussi en tant qu'humain. Je veux dire, voilà, on apprend tous les jours des personnes, des gens, notamment ici, je prends l'exemple entre Oromo, Amara, enfin voilà, toutes ces connexions qui sont enrichissantes. Voilà, c'est ça quoi. Donc travailler en Afrique, c'est beaucoup d'humilité déjà, et venir ici pour apprendre. Alors François le disait, on arrive comme ça, enfin vous arrivez, il y a un travail, il ne faut pas perdre de temps, quoi. Ouais. Et
et il n'y a pas trop de moyens de restituer aux gens, ils ne saisissent pas forcément ce que vous êtes en train de faire. Non, on peut pas parce que c'est un sprint, on est d'accord. Hein. On est là que, en gros, on fait 12 jours de terrain effectif. En gros, bon pour moi je suis venu 5 jours avant pour préparer la mission, mais en gros, ça fait presque 3 semaines, mais c'est 12 jours de travail effectif. C'est très peu, c'est très peu, donc c'est un peu la course. Effectivement, il n'y a pas de restitution. Un petit peu la seule restitution qu'on fait, c'est avec toi en fait, là pour le coup. Et là d'où ton rôle, c'est super d'ailleurs de faire ça. Mais après, c'est très compliqué. Après, on a toute une équipe, on a des gens qui viennent avec nous, des étudiants qui sont là. Donc là il y a beaucoup de discussions effectivement, donc, parce qu'ils ont beaucoup de questions aussi. Donc la restitution, elle est plutôt très personnelle par rapport aux personnes qui nous entourent. Mais après, franchement, on n'a pas le temps de restituer quoi que ce soit. Je vois que moi d'expliquer, tu vois, c'est ça, c'est un peu compliqué, tu vois, d'arriver, parce que même moi, j'avoue que d'une certaine façon, même si on a une vision, tu vois, un petit peu de ce qu'on fait et de où est-ce qu'on en est, de la réflexion, c'est assez compliqué de la restituer, je veux dire, dans sa globalité, parce que c'est un sprint. Vraiment, on est là pour acquérir de la donnée et les organiser. Voilà, c'est ce qu'on fait là. Là, on a fouillé, on a récupéré du matériel, on a récupéré du sédiment. Maintenant, il faut organiser ces données-là. Et j'avoue que c'est effectivement, souvent, il peut y avoir un peu de frustration parce qu'on n'arrive pas à se poser, à dire, on se met autour d'une table, où est-ce qu'on en est. Mais malheureusement, voilà, on ne peut pas le faire. On essaye de le faire après dans des réunions, mais c'est pas ici en fait. On fait ça plutôt après quand on retourne en France. Et voilà, donc il y a une petite frustration, c'est normal. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est difficile, ouais. Surtout en Éthiopie. Surtout en Éthiopie, c'est physique. Voilà, ça c'est sûr. Il faut être costaud. Il faut vraiment le vouloir, quoi. Je veux dire, moi, je suis jamais venu en Éthiopie pour faire du tourisme, par exemple. Je pense que ça vaudrait le coup, ça vaut le coup, je pense, je le dis à tout le monde, ça c'est sûr. Mais pour venir travailler ici, ouais, il faut quand même avoir une condition physique et un état d'esprit très ouvert, c'est sûr, quoi. Et je pense que c'est, j'irai un peu plus loin, je pense que ça va te faire, c'est que c'est aussi, venir ici, c'est aussi avoir un regard sur la France notamment et sur ce que nous on vit au quotidien, je veux dire. C'est aussi prendre du recul et voir, se retourner sur soi-même et voir un peu où on en est. Je veux dire, oui, il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité parce que je pense que n'importe qui, 90% des gens qui viendraient ici disaient c'est très pauvre, c'est très, voilà, c'est la misère, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai. Moi, j'ai pas cet état d'esprit-là, je prends les gens comme ils sont, tu vois, et je pense qu'il faut être costaud pour pouvoir accepter ça. Voilà, aussi. Je pense aussi ça peut générer des frustrations, tu vois, mais je pense qu'il faut absolument être très efficace. Et bon, ça n'empêche pas évidemment d'avoir plein de discussions et d'un petit peu et d'imagination, c'est sûr. Mais il faut vraiment être très efficace dans l'acquisition des données, parce que, encore une fois, quand on travaille en Afrique, c'est quelque chose de très important, je crois, c'est qu'on ne sait pas si on reviendra. En fait, c'est que quand on prend des données, surtout en archéologie, en Afrique, il faut toujours tout documenter de manière très précise, très pragmatique, parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve, je ne reviendrai pas l'année prochaine, ça se trouve, personne ne reviendra l'année prochaine. Et si c'est quelqu'un d'autre qui vient l'année prochaine, il n'aura pas la même information que moi j'ai. Donc moi, quand je prends des informations, je ne les prends pas que pour moi, je les prends pour tout le monde, pour donner un état des lieux, de l'information que j'ai acquérie, pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que voilà, on ne sait jamais, on ne sait pas si on revient. Et après, on ne sait pas aussi si quand on revient ici, si tout sera conservé. C'est-à-dire qu'on a fouillé à Gadima, par exemple, là, GAG 2 et Shelter 2, ben on ne sait pas comment ça va être l'année prochaine. Si ça se trouve, les gens ils vont venir, ils vont tout fouiller, ils vont tout bazarder. Et voilà, et on n'a rien, on n'a pas de pouvoir pour dire, ben, c'est chez eux, quoi. Donc, voilà, donc il faut vraiment prendre toute l'information. Le pragmatisme, il est là. C'est vraiment, quand on travaille en Afrique, il faut toujours, et en archéologie notamment, sur des sites, il faut toujours penser au fait que si ça se trouve, on ne reviendra pas, ou alors que quand on reviendra, le site n'existera plus. Ça, c'est très important. C'est une des très grandes différences avec l'Europe, on va dire, moi plus particulièrement en France, quoi. On sait qu'on reviendra en France, on peut revenir
moi j'habite en Dordogne, je fouille en Dordogne, je peux aller voir le site tous les jours, c'est ce qui se passe, il n'y a pas de problème, et je sais qu'il n'est pas touché le site. Par contre ici, on ne sait pas. Donc à chaque fois c'est un renouvellement, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu reviens, ben voilà, c'est nouveau, quoi. Voilà. À chaque fois c'est nouveau. Je pense qu'en fait c'est difficile de savoir si c'est, est-ce que c'est le travail que qu'on fait sur l'Aurignacien notamment, parce que je travaille beaucoup sur l'Aurignacien en France, qui m'apporte beaucoup en Afrique, ou est-ce que c'est l'Afrique qui m'apporte? C'est difficile en fait, je pense que les deux sont complémentaires. En tout cas, moi, c'est ce qui m'enrichit en termes tu vois, de mon travail de géoarchéologue. Je veux dire, fouiller, que ce soit un abri sous roche en Dordogne, un site de plein air comme Régissement, je veux dire, ça me donne une vision un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'un niveau archéologique dans différents contextes. Et tu remarqueras qu'ici, c'est la même chose en fait. C'est qu'on a la Bulbula, avec ses relevés de coupe, ces sites qu'on a fouillés qui sont des sites de plein air, et Agadima qui sont des sites en fait d'abri sous roche. Donc tu vois, il y a quelque chose de récurrent là-dedans. Autant un petit peu la discussion entre occupation aurignacien en abri sous roche, occupation aurignacien en site de plein air, on n'a pas les mêmes signatures, on n'a pas le même matériel, c'est pas les mêmes occupations. Ici, c'est la même chose, c'est qu'on a les abris sous roche de Agadima et on a les occupations de plein air de la Bulbula. Donc, dans quel sens, si tu veux, est-ce que c'est fouiller l'Aurignacien qui m'apporte des informations? En fait, je pense que c'est global, en fait. Voilà, je pense que ça fait partie de mon travail et voilà, que ce soit ici ou que ce soit en Afrique ou que ce soit en France, j'ai les mêmes informations et j'utilise les deux dans les deux sens. Voilà, c'est la même chose pour moi. En fait, ça fait partie de notre travail, je crois. Tu vois, je veux dire, avec François, bon, nous, ça fait bientôt plus de 25 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'on a toujours, on s'efforce systématiquement, peut-être plus François que moi, parce que lui, il est enseignant, donc du coup, moi, je ne suis pas enseignant à la fac. Mais moi, je considère que mon travail de terrain avec des étudiants, c'est aussi enseigner un petit peu. Alors, peut-être pas en termes de connaissances, je dirais en termes de méthodologie, encore une fois. Et moi, je suis assez à ça. Donc, tu parlais du pragmatisme, de l'efficacité, de l'acquisition des données, de vraiment être très rigoureux sur ça. Moi, j'espère enseigner ça de cette façon. Je veux dire, c'est très important. Et oui, encore une fois, sur la durée, ouais, j'espère vraiment qu'on va leur donner goût à revenir travailler ici, et à continuer à travailler ici, et à faire perdurer un petit peu cette on va pas dire école, mais un petit peu, d'une certaine façon, une espèce d'école, tu vois, de travail, vraiment de se dire qu'il faut vraiment continuer à travailler ici, c'est très important, ça nous apporte beaucoup. Et je veux dire, on trouve des sites, je veux dire, après, quand on est, pour revenir un peu dans quelque chose d'un peu imaginatif, c'est vrai qu'on est archéologue, enfin, je veux dire, même si je suis géoarchéologue, ou les gens sont enseignants, d'autres qui font archéologue, mais la base, c'est qu'on est archéologue. Donc, si ces étudiants sont ici, c'est pour essayer de... Il faut trouver des choses en fait, on est là pour trouver des choses. Je veux dire, après on trouve toujours, moi je dis toujours, on dit ouais mais qu'est-ce que tu as trouvé en tant que... On trouve toujours, tu vois, je veux dire, qu'est-ce que tu cherches, on me dit aussi souvent. Je dis mais je cherche pas forcément quelque chose de matériel, je cherche à comprendre. Voilà, je veux dire, ça c'est important que tout le monde comprenne ça, que les étudiants aussi comprennent ça. Je veux dire, on a toujours de l'information et après c'est toujours... le plus important c'est d'essayer que cette information, peu importe que ce soit un objet, que ce soit de la compréhension, c'est toujours d'essayer de mettre ça ensemble, et de dire on arrive toujours à un résultat positif. Il n'y a jamais de résultat négatif. C'est ça qui est génial avec l'archéologie, c'est que c'est toujours positif de toute façon. On arrive toujours à dire des choses, à faire avancer l'histoire un petit peu, toujours. Dis-moi quelques mots en amharique. Je parle pas, malheureusement je parle pas l'amharique, donc c'est très difficile. Tu connais quelques mots? Qu'est-ce que je pourrais dire en amharique? Je sais pas. Salam, non? Qui veut dire bonjour. Bonjour.